Alors Yves-François Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous avez annoncé il y a quelques jours votre candidature à la direction du Bloc québécois. Je voudrais pour commencer que vous nous disiez un petit peu quel a été le déclic de cette candidature. Je dirais qu'il y a un ensemble de facteurs qui m'ont amené là. Mais dans les plus récents, bien sûr, le résultat de l'élection du 1er octobre pouvait donner l'impression que le mouvement ou l'idée de souveraineté était en plus mauvais état qu'elle ne l'est dans la réalité. Et ne serait-ce que de façon purement intellectuelle, là, je me disais, on ne peut pas laisser cette perception-là s'installer. Il y a encore le tiers des Québécois qui sont favorables à l'idée de souveraineté, même si, pour un ensemble de raisons, les partis souverainistes à l'Assemblée nationale n'ont pas 20 des sièges. Et c'était même une espèce de fenêtre d'opportunité, là, parce que la transposition au fédéral des votes de Québec montrait qu'il y avait peut-être possibilité de ramener le Bloc au rôle fondamental qu'il a, c'est-à-dire porter la voix du Québec, servir les Québécois, mais en même temps utiliser toute la tribune que ça représente pour toujours faire la promotion, la mise à jour, l'illustration de l'idée d'indépendance du Québec. Bon, vous avez reçu le soutien de plusieurs personnes, notamment des députés du Bloc québécois, Monique Posé, Gabrielle Sainte-Marie, Luc Thériault. Qu'est-ce que ça vous fait, votre réaction à tous ces soutiens? On parle presque d'un député sur deux du Bloc québécois qui vous soutient déjà. Il y a deux choses. D'une part, les deux caucus ont unanimement dit qu'ils saluaient la candidature. Et pour moi, ça, c'était largement suffisant parce que je ne souhaite pas interférer dans le processus démocratique. Je souhaite qu'il se déroule comme il doit se déployer. En revanche, je n'irai pas chercher les appuis. Je ne demande pas. Si quelqu'un veut exprimer son appui pour favoriser ce que lui ou elle souhaite, bien, je ne l'empêcherai certainement pas. Mais je ne m'inscris pas dans une course aux appuis qui vont se tenir derrière moi, les petits en avant, les grands en arrière, les gars d'un bord, les filles de l'autre. Je ne veux pas rentrer dans cet exercice-là, mais je suis évidemment content de savoir qu'il y a un accueil favorable à ma candidature. Je pense qu'il faut le prendre avec une certaine modestie, mais j'apprécie beaucoup. Donc, on ne parle pas de couronnement, ça a été beaucoup, c'est ce qu'on disait récemment. Bien, ça, on ne le sait pas. Mais vous préféreriez, vous aussi, qu'il y ait une course avec d'autres candidats? Ça ne m'appartient pas. Moi, je peux poser ma candidature. Et je ne peux ni empêcher et certainement pas favoriser qu'il y ait d'autres candidatures. Et les normes pour accéder sont assez faciles. 15 000 500 signatures, c'est assez facile à aborder, à recueillir par n'importe quel candidat. Donc, je prendrai la situation comme elle se présentera. Mais compte tenu du temps qu'on a entre maintenant et le déclenchement de la campagne électorale, qu'il y ait des adversaires ou pas, ça ne changera pas ma façon de travailler. Je pense qu'il faut immédiatement expliquer qui on est, expliquer ce qu'on veut faire, ramasser les ressources nécessaires pour mener une campagne nationale à travers le Québec dans très peu de temps. Et si les gens qui m'observent dans cet exercice-là apprécient ce que je fais et votent pour moi, grand bien soit nous fasse à tous. Ben, en tout cas, j'espère que ça nous ferait du bien. Bon, alors vous êtes dans la Naudière aujourd'hui puisqu'il y a un premier rassemblement que vous tenez ce soir en compagnie du député Luc Thériault de Montcalm qui vous a apporté également votre soutien. Pourquoi c'est important pour vous de venir dans la région de la Naudière pour votre première sortie médiatique depuis votre annonce? En fait, Luc a été un peu fin renard en m'abordant rapidement avec une proposition que je ne pouvais pas formellement accepter puisque j'étais simplement en réflexion. Mais il a dit, garde-nous le moment, puis si jamais tu viens, bien, on te recevra. Et c'est pour cette raison-là. J'ai l'intention d'aller évidemment partout à travers le Québec parce que le mandat demande de rencontrer le plus de Québécoises et de Québécois possible. Mais de commencer ici, je trouve ça particulièrement sympathique. J'ai bien hâte, puis je sais que... Et puis c'est une région stratégique. C'est une région stratégique. C'est la région où le Bloc québécois a gardé l'essentiel de ses appuis et l'essentiel de sa députation. Je pense qu'il y a ça à reconnaître, parce que même si on a dit des choses parfois très dures du Bloc québécois dans les dernières années, il y a 10 élus. Tu sais, il n'y a personne qui dit que les conservateurs sont en déroute alors qu'ils ont 12 sièges au Québec. Le Bloc québécois en a 10. Alors, à un moment donné, on pourrait balancer un peu les mots qu'on choisit d'utiliser. Et c'est essentiellement ici que ça se passe. Il y a ce qu'on appellerait dans le milieu un vieux fond souverainiste fort dans la grande ceinture du 450 autour de Montréal. Et on peut espérer, de façon assez naturelle, récupérer beaucoup d'appuis qu'on a peut-être perdus par le passé. Mais si on reste dans la région de la Naudière, c'est un enjeu stratégique à la fois pour le Parti québécois auparavant, pour le Bloc québécois également. On a vu lors des dernières élections générales au Québec, le Parti québécois qui a perdu de nombreux députés dans la région de la Naudière. Est-ce que ça vous inquiète pour les prochaines élections, pour le Bloc québécois dans la région de la Naudière? Quand il y a une vague, confiant? Exemple, NPD en 2011. Dont il faut bien admettre, là, puis je mets au défi les gens, là, le NPD n'a rien amené au Québec pendant le mandat 2011-2015.
ou celle de M. Trudeau en 2015, pour l'instant. Tu sais, on paie pour un oléoduc dans l'Ouest, puis on paie pour... on sacrifie la gestion de l'offre au bénéfice de l'automobile en Ontario, qui vient de coûter 1 milliard de dollars juste aux Québécois, quand même en perte de prêt. Il y a plein de raisons de se dire, écoutez, démontrez-moi ce que les libéraux fédéraux ont fait pour le Québec. Donc là, je pense que déjà, les gens sont capables de prendre un recul par rapport aux offres politiques qui leur ont été faites au chant des sirènes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les vagues se produisent dans un premier mandat, pas dans un deuxième. Si le NPD a eu sa vague, et Dieu sait qu'ils ne sont pas alignés pour une nouvelle vague, et si le gouvernement de M. Trudeau a eu une vague importante, je pense que la prochaine élection, au contraire, est un terrain ouvert. Je n'ai pas la prétention qu'il n'y aura rien qui ressemble à une vague du Bloc. Je ne suis pas là du tout. Je dis, le terrain est ouvert. Les preuves et le fardeau de la preuve... Vous avez dit entre 12 et 40 sièges qui pourraient avoir... En fait, moi, ce que je dis, c'est... Je suis confiant. C'est quand je dis entre 12 et 40, c'est un peu une boutade. 12 étant un plancher pour être un parti reconnu et 40 étant le rêve de la majorité des sièges. Dans la réalité, je pense qu'il serait un peu sombre de ne pas considérer au moins une vingtaine de sièges. Si les Québécois choisissent de nous en donner davantage, ils n'auront que davantage de députés à Ottawa qui ne vont parler que pour le Québec, pas contre les autres. Si un gouvernement libéral propose quelque chose de bon pour le Québec, les élus du Bloc, qui ne cherchent pas à former un gouvernement, pourront soutenir. Ils pourront soutenir, les conservateurs pourront soutenir n'importe qui fait quelque chose de bon pour le Québec. Sans l'ambition, nous-mêmes, de former un gouvernement, on n'est pas là. Ça me semble un avantage considérable et les députés du Bloc québécois ne sont jamais influencés dans leur position par l'intérêt de l'Alberta ou l'intérêt de la Colombie-Britannique ou de Saint-Jean-Terre-Neuve. Ces gens-là votent juste pour le Québec. Si c'est bon pour plusieurs territoires en même temps, tant mieux. Et on peut toujours faire la démonstration que si le Québec décidait seul de s'associer à qui il voudra, bien, on prendrait toujours toutes nos décisions, nous tous ensemble, à l'Assemblée nationale du Québec, dans un pays souverain normal. Bon, je veux qu'on dise un mot aussi sur la reconstruction, la refondation du Bloc québécois. On l'a entendu beaucoup ces dernières semaines par plusieurs députés militants. Si vous êtes élu chef du Bloc québécois, est-ce que vous pourriez changer le nom du Bloc québécois, revoir les centres d'intérêt du Bloc québécois, les règlements également du parti? C'est quelque chose d'envisageable? Ça, c'est une torsion de la démocratie contre laquelle je m'inscris en faux. Le chef ne décide pas ce qu'il y a dans le programme. Le chef ne décide pas ce que le Congrès va trancher. Le chef ne décide pas s'il y a ou pas changement de nom, s'il y a ou pas redessin du logo. Le chef peut exprimer son opinion comme n'importe quel militant qui détient une carte de membre. La vraie vie, il y a un certain nombre de militants et de délégués au Congrès qui ne veulent pas déplaire au chef à qui ils confient la destinée du parti jusqu'à l'élection. Mais ça ne donne pas à un chef le droit de se substituer aux instances démocratiques du parti politique. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il est très difficile de créer une marque de prestige efficace dans le public en moins d'un an. Donc, je ne suis pas un enthousiaste à l'idée de certains changements. Et je pense que les véritables changements, c'est dans l'attitude que les gens du Bloc, que les porte-paroles du Bloc ont lorsqu'ils s'adressent au public. Parce que les souverainistes des dernières années ont eu cette fâcheuse habitude de se parler entre eux et de ne pas suffisamment parler au reste de la population. Bon, je voudrais que vous répondiez aussi à ce qu'on a entendu par beaucoup d'analystes politiques, notamment avec le mouvement actuellement des francophones hors Québec, notamment en Ontario, avec les coupures budgétaires de Doug Ford. Il y a beaucoup qui disent que le Bloc québécois aurait intérêt à présenter des candidats en Ontario dans des circonscriptions où il y a des majorités francophones. Est-ce que, si vous êtes chef du Bloc québécois, ça serait quelque chose d'envisageable? Ce n'est pas le mandat du Bloc québécois. Le Bloc, et je me questionne, puis j'ai l'intention de fouiller, parce que ça fait 2-3 jours que ce truc-là circule beaucoup. Je reçois beaucoup de questions dans ce sens-là. Le Bloc québécois est d'abord un parti souverainiste. Et je crois même que la meilleure manière de protéger le français à l'extérieur du Québec, c'est un Québec particulièrement fort, et la version la plus forte du Québec, c'est celle d'un Québec indépendant. M. Lévesque, à l'époque, parlait déjà de traité de réciprocité. Si le Canada traitait aussi bien ses minorités francophones que le Québec traite sa minorité anglophone, il n'y en aurait pas de problème pour tous les Franco-Canadiens. En revanche, le Bloc est aussi supposé s'intéresser à la gestion de l'offre, au développement économique, à l'éducation, quoique l'éducation, c'est Québec, justement, dire à Ottawa, tassez-vous de là, c'est une juridiction du Québec. La santé, juridiction du Québec. Il y a beaucoup d'autres choses dont le Bloc doit s'occuper,
malgré la grande importance de la langue, mais qu'on ne peut pas réduire strictement à la notion linguistique. Donc, faisons un peu des de candidats politique mathématique, là. Un bloc québécois qui présenterait des candidats à l'extérieur du Québec, là où il y a une forte présence francophone, s'il faisait élire un, peut-être deux députés, ce serait beau parce que ça prend une masse critique de francophones qui vont dire notre seul enjeu, c'est d'être représenté par des francophones. Et est-ce que la réalité politique peut se réduire à ça, même si c'est fondamental? En terminant, je voudrais vous interroger également. Vous avez dit, vous voulez mettre à la fois, si vous êtes chef du Bloc québécois, l'indépendance et les intérêts du Québec. Vous étiez ancien ministre de l'Environnement précédemment. Est-ce que l'environnement occupera une place aussi importante si vous êtes chef du Bloc québécois? En fait, je vais faire une confidence, ne le répétons pas, mais c'est peut-être le seul Ça va être difficile. dossier. C'est peut-être le seul dossier où j'aurais beaucoup de difficultés à m'astreindre à une discipline par rapport à la juridiction de Québec, Ottawa, États-Unis. Parce que les gaz à effet de serre, les changements climatiques, la pollution en général, c'est un enjeu qui ne connaît pas les frontières. Moi, je suis beaucoup issu de ce milieu-là et je pense qu'il faut intervenir de toute façon. Et j'aurais grand mal à ne pas embarquer sa patinoire lorsqu'on parle d'environnement. Alors, ça risque d'arriver que je le fasse. Et je pense que c'est assez crucial parce qu'on voit que chez toute une génération, et même davantage, le thème de l'environnement qu'on doit de plus en plus associer au développement économique, parce que c'est ça la belle opportunité de nos jours, doit être plus dominant dans notre discours. Alors, il y a des visions de l'environnement où il est... C'est moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, là, c'était le truc achalant qui venait bloquer les ministères à caractère économique pour qui tous les projets devaient se réaliser de toute façon. Et ça, c'est une mentalité qui doit absolument changer. C'est sûr qu'il faut changer ça. Et c'est sûr que ce débat-là, j'en serai. Je suis convaincu que ça permettrait au Bloc québécois d'établir clairement, comme il a essayé de le faire, mais la portée de ses propos n'a pas toujours été à la hauteur, établir clairement que pour les Québécois, l'environnement peut être un modèle de développement économique tout à fait prospère. Alors, merci beaucoup, Yves-François Blanchet. Ça fait un grand plaisir. Bonne journée, au revoir.